Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents et surtout merci de votre intérêt pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous allons effectivement aborder le dernier volet de cette riche journée commémorative sur le principe d'une table ronde. Il n'y a pas de table, elle est là. Et nous allons s'intéresser au sujet sur l'avenir du lynx dans le canton. Cette table ronde est censée durer 1h30. Je crois qu'on va 1 heure, 45 minutes. Donc elle sera courte. J'aimerais tout d'abord. Alors surtout, Alors cette table ronde, j'ai un gros problème, c'est que je ne connaissais pas les interventions des différentes conférences que nous avons vues tout à l'heure. J'avais préparé toute une liste de questions. Et ils ont déjà répondu à toutes ces questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder quelques sujets. Et puis, surtout, et c'est le principe d'une table ronde, vous allez pouvoir vous exprimer et poser surtout vos nombreuses questions suite aux interventions que nous venons de voir. Mais je vais vous présenter rapidement les intervenants. Je vous les représente pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Je vous présente tout d'abord le professeur Raphaël Arletta, qui est le directeur de la division biologie de la conservation à l'Université de Berne. Laurent Gélin, qui s'est encore pas exprimé. Il s'est exprimé par les très belles photos qui sont à l'extérieur. Laurent est un photographe animalier. Il nous gratifie de ses très belles photos. Il a notamment publié un livre. Alors, tu me corrigeras si c'est faux. Le lynx, regard croisé, en 2014. Et puis surtout, le film sur le lynx que vous avez certainement déjà vu, qui est sorti en 2021. Le docteur Fridolin Zimmermann du CORA. Le CORA vous a été présenté. C'est le coordinateur du monitoring des grands prédateurs en Suisse. Et puis, un nouveau venu, et je me réjouis de l'entendre. Il s'agit de monsieur Gilles Valder, qui est le président de la Fédération des chasseurs neuchâtelois. Et puis finalement, monsieur Balmer, qui est ingénieur forestier du service de la faune, des forêts et de la nature. On a vu, donc le sujet, c'est vraiment quel est l'avenir du lynx pour les 50 prochaines années à venir. Alors on a eu un très bel aperçu. Lors de ces conférences, on a vu qu'il y a 4 choses importantes qui menacent le lynx aujourd'hui. Ce sont tout d'abord le braconnage, ça a été explicité par Raphaël. On voit que la route tue aussi beaucoup de lynx. Les chiffres de tête que nous a présenté Fridolin, on est à 11% de braconnage, mais 34% de lynx tués par les véhicules, ce qui est énorme. On voit aussi que l'appauvrissement génétique est un gros problème pour le futur pour ces populations de lynx. Et puis, bien sûr, le morcellement du territoire qui concerne un peu, finalement, toute la faune et la nature d'une manière générale. Ce que je vous propose, c'est que, puisque on a déjà eu 5 interventions, 3, 4 par la photographie, ce qui est intéressant, puisqu'on parle des tirs illicites, ce serait intéressant que monsieur Valder, ici présent, nous parle un peu de la Fédération des chasseurs neuchâtelois, mais surtout qu'il nous dise quel est le sentiment des chasseurs neuchâtelois vis-à-vis du lynx et quelle est la position officielle de la fédération par rapport à cet animal. D'accord. Bonsoir, madame, messieurs. Je suis désolé, j'ai une perte de voix, donc c'est pour ça que j'ai un peu le micro, ce sera plus simple pour moi. Alors, la Fédération des chasseurs neuchâtelois, donc on est représenté donc par 4 sections cantonales. On regroupe tous les chasseurs, quasi tous les chasseurs du canton de Neuchâtel. Notre but est donc naturellement, c'est de défendre les intérêts des chasseurs, mais également défendre les intérêts de la biodiversité dans le canton de Neuchâtel. Ça peut être un peu paradoxal pour certains, mais effectivement pour nous, c'est quand même important. On peut pas aller taper, comment expliquer ça? On peut pas non plus prélever tous les animaux, parce que sinon il y aura plus de chasse. La chasse n'aurait plus lieu d'être pour nous. Ensuite, si on vient plus dans le sujet qui nous concerne, au niveau du lynx, donc le lynx, c'est un animal qui fait partie de la biodiversité de notre canton. Donc ça, on en est tout à fait conscient et c'est tout à fait légitime. L'avis des chasseurs est peut-être mitigé.
Je ne vais pas parler au nom de tous les chasseurs, mais au nom de la fédération et au nom du mien, en l'occurrence. Le lynx, on n'y est absolument pas opposé. On le sait, il existe, il est complémentaire aux chasseurs. Et ça, je pense que la conférence que M. Balmer a fait le démontre. On a une densité, si on estime à peu près une densité de chevreuil approximative de 10 lynx au kilomètre carré, pardon, 10 lynx, 10 chevreuils, excusez-moi, ça ferait un peu beaucoup. Si seulement. Ouais, après, on n'arriverait plus à les nourrir, malheureusement. Si on compte donc une densité de 10 chevreuils au kilomètre carré, donc le canton de Neuchâtel, à peu près 310 kilomètres carrés, donc on estime donc à peu près à 3100 chevreuils, à peu près 3000 chevreuils dans le canton. C'est pas avec nos 10% de tir qu'on arrivera à éviter les impacts que peuvent avoir les ongulés, donc on voit ces petits ongulés sauvages sur la forêt. Les chasseurs, en gros, ils sont là aussi ils ont un rôle de régulation également. Une nécessité. Mais le lynx, en l'occurrence, comme on a pu dire, il estime à peu près à 750 ongulés, donc entre les chevreuils et les chamois qui sont prédatés, merci, qui sont prédatés chaque année. Donc avec ce qu'on a, on est à peu près à 1000, donc on a à peu près un peu moins d'un tiers de ce qui est tiré. En l'occurrence, on en est aussi tout à fait conscient que le lynx existe. C'est pour ça que la fédération, elle a demandé, c'est des chasseurs qui ont demandé il y a quelques années à diminuer le quota de chevreuils à tirer. À l'époque, on était à 3, on a demandé à en arriver à 2. On a toujours ces 30 bracelets supplémentaires qui sont offerts à la vente par le service. On y est opposé. La fédération, personnellement, y est opposée. Mais ça, on le dira publiquement. Voilà, on l'accepte d'une manière pour trouver un équilibre entre forestiers et puis la faune sauvage. Donc c'est un peu, on fait des concessions. Mais pourquoi les chasseurs ont demandé cette baisse du tir? Et est-ce qu'on a vraiment une baisse de la population des chevreuils dans le canton? Alors, c'est pas forcément une baisse de la population des chevreuils. Alors ça, je peux pas le dire. Je pense que les biologistes pourront plus facilement le dire que moi à ce niveau-là. Mais on constate aussi une augmentation de la population du lynx. Donc le lynx a quand même, j'ai pas les chiffres exactement, mais depuis que sa réintroduction a été faite jusqu'à maintenant, il y a même à peu près une dizaine d'années, il y a quand même une augmentation. Ça va également avec les autres grands prédateurs. On le voit. Bon, on a vu par la conférence de M. Zimmermann qu'on a 69, on va dire 70, c'est peut-être plus correct, 70 lynx dans le Jura suisse. J'ai été très étonné par les chiffres de M. Balmer qui parle de 15 lynx uniquement dans le canton de Neuchâtel, avec un prélèvement de 750 ongulés. Ça me paraît énorme, c'est juste ça? Moi, je prends juste les chiffres. Ce que je veux dire par rapport à ces chiffres, moi, j'aime pas. J'ai eu plein de questions de journalistes qui me demandaient combien il y avait de lynx dans le canton de Neuchâtel, dans le canton du Valais. Et puis bon, moi, je refuse principalement de répondre à cette question parce que le lynx, en fait, nous, on regarde les lynx à l'état de la population. On va pas regarder par canton, par région, parce que les lynx, ils connaissent simplement pas les limites cantonales ni les limites internationales. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'ai donné les chiffres de ces 70 lynx. Et puis après, on peut faire les calculs qu'on veut avec le. Nous, on parle souvent qu'il y a environ un lynx consomme environ 60 ongulés par année, quoi. Ouais. Si je peux compléter, le chiffre, il était calculé pour en poser un, ça veut pas dire qu'il y en a 15. Hein. C'est comme je l'ai dit pendant sur les dias, c'était écrit 15, mais j'ai parlé de 10 à 15, et puis on a simplement pris la densité de lynx par centaines de kilomètres carrés d'habitat favorable, et puis on l'a multiplié bêtement par le nombre de centaines de kilomètres carrés d'habitat favorable dans le canton de Neuchâtel, mais c'est pas un nombre de lynx absolu, compté, déterminé. Alors je devrais enlever ça de ma présentation pour pas que les gens pensent qu'il y a absolument 10 ou 15 lynx dans le canton de Neuchâtel. On ne sait pas, il n'y a pas de comptage de la population pour déterminer un nombre certain d'individus. C'était ensuite pour pouvoir découler sur le nombre potentiel de chevreuils et de chamois qui peuvent être consommés, puis le mettre en balance avec le résultat de la chasse et puis l'effet potentiel sur l'abrutissement forestier. C'était pas pour déterminer finement un nombre d'individus qu'on a.
Je voulais juste dire, je suis complètement d'accord avec cette approche, si jamais. C'était juste... ouais. Moi, je me permets d'intervenir parce que justement, M. Walder et M. Balmer, c'est vraiment un binôme qu'il est important de comprendre. C'est que c'est loin de là mon idée de défendre les chasseurs, mais il faut bien comprendre que les tableaux de chasse sont normalement donnés par les chasseurs, par les fédérations de chasse, mais ensuite elles sont revues par, en tout cas en France, par l'ONF, l'OFB, et parfois elles peuvent même être réaugmentées par notamment l'ONF en France en tout cas. Et c'est pas très étonnant ce que me dit M. Walder quand il dit que parfois ils veulent descendre les plans de tir. Moi, j'ai eu, depuis la sortie du livre, j'ai essayé d'intégrer les chasseurs dans mes projections parce que je trouvais que c'était intéressant plutôt que de parler à déjà un public acquis, de parler à des gens qui sont pas forcément acquis. Et j'ai beaucoup travaillé dans le Grand Est en France et je me rends compte que l'ONF a un pouvoir énorme qui va parfois mettre la pression sur les chasseurs pour faire des tableaux de chasse qui sont très élevés, alors que eux, les chasseurs eux-mêmes, vont essayer de baisser, notamment avec la présence du lynx, de dire maintenant que le lynx se réétablit, là je parle des Vosges, dans ces cas-là, vaut mieux qu'on baisse un petit peu pendant quelques années les tirs sur les chamois ou les chevreuils pour que on puisse avoir de l'espace et pour les chevreuils et pour les chamois, mais pour que la population de chevreuils ou chamois ne disparaisse pas. Or, derrière ça, vous avez soit les agriculteurs ou soit l'ONF qui vont mettre vraiment la pression pour que les tableaux de chasse soient élevés et faits. Et c'est-à-dire que s'ils sont pas faits, soit les chasseurs, les fédérations de chasse sont amendées, soit on va inviter des chasseurs d'autres départements pour aller tirer et compléter le tableau de chasse, soit dans le Doubs actuellement, c'est le cas avec ces fameux 480 chamois qui vont être tirés là. Soit c'est les fédérations de chasse qui vont payer les dégâts agricoles. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de prédateurs et notamment de lynx, on a tendance à montrer du doigt les chasseurs. C'est des acteurs incontournables pour la conservation, bien évidemment. Mais il faut aussi voir qu'il y a d'autres acteurs derrière qui peuvent mettre la pression. Et ça, il faut aussi parler à ces gens-là pour essayer de parfois donner un peu de liberté et de moins mettre la pression aux chasseurs. En fait, je peux préciser, les chasseurs sont un peu comme des gestionnaires dans une, excusez-moi, dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Le plus important, c'est d'avoir un capital. Et ensuite, on va tirer du bénéfice du capital. Donc, en gros, ce qu'on appellera le bénéfice, ça va être la reproduction. Et le but, c'est pas de ronger le capital, mais c'est d'aller chercher, de prélever dans le bénéfice pour qu'on garde toujours un certain équilibre. Donc, on est toujours une population qui soit viable. Et là-dedans, il faut aussi qu'on prenne compte que dans cette partie du bénéfice, on va appeler ça comme ça, le lynx, les grands prédateurs, prélèvent également. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve le juste équilibre pour pas qu'on commence à taper dans le capital pour que la population commence à se mette à diminuer. Parce que ce n'est pas notre objectif à nous, une diminution de la population. Si on veut une population stable, même si, politiquement parlant, certaines personnes préféreraient, dans certains corps de métier, excusez-moi pour les forestiers, mais ils préféreraient une diminution de la population. Nous, pas. C'est pas notre objectif. Nous, on préfère un bon équilibre et on doit faire également avec les nouveautés, donc dont les prédateurs. Alors, je suis heureux de vous entendre, mais si je reprends les chiffres, même s'il faut les prendre avec des pincettes, de 750 ongulés tués par le lynx dans le canton, 300 par les chasseurs. Moi, si j'étais chasseur, je serais très fâché. Il y a le sentiment auprès des chasseurs de Châtelois, c'est vraiment une très bonne acceptation de ce prédateur? Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unanime. Alors, je serai un menteur en vous disant qu'elle est unanime. Non. Mais par contre, effectivement, on doit faire avec. On ne veut pas, elle n'est pas contestable. Le lynx, c'est un animal qui est protégé. Donc, c'est un animal qui est planifié par une gestion fédérale. Donc, c'est pas aux chasseurs ni au canton de s'occuper plus que ça, de prendre des décisions, de dire il faut séparer. Par contre, on peut avoir certaines inquiétudes au niveau d'une population qui est un peu trop élevée. Donc, ça sera au niveau génétique.
Donc, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, ou bien plus les biologistes qui pourront nous en parler. On n'a pas, malheureusement, l'arc jurassien est entouré de réseaux autoroutiers. Donc, vous avez le réseau autoroutier qui passe par Yverdon, puis du côté français, il y a également tout un réseau autoroutier. C'est aussi un peu la raison pourquoi la colonisation du cerf, en l'occurrence, a été si tardive. C'est qu'on a tout ce réseau autoroutier qui est autour de nous. On est entouré, l'arc jurassien est entouré de réseaux autoroutiers. Donc, ce qui empêche justement la colonisation. Il faudrait donc, qu'est-ce qui serait l'idéal? Ce serait des passages à faune, permettre un brassage génétique qui d'une région à une autre. Donc, on passerait du plateau, dans l'arc jurassien, et ben, éventuellement les Alpes pourraient venir, les lynx, des Alpes pourraient venir, les autres animaux également, pour permettre ce brassage génétique. Alors, surtout qu'elles seront bientôt à 3 voies, ces autoroutes. Hein, donc, faut qu'on se méfie. C'est difficile pour eux de passer. Comment vous avez dit que vous avez peur d'une surpopulation de lynx. Je ne parle pas de peur de surpopulation. D'accord, mais d'un risque. D'un potentiel. Comment expliquer au public que finalement ce sont les proies qui régulent la docilité des prédateurs et non l'inverse? Raphaël, peut-être. Alors, c'est une question qui est très débattue et les projets de recherche qu'on est en train de monter maintenant sur les relations prédateurs-proies, c'est justement d'essayer de voir si les prédateurs ont vraiment un impact tel qu'on l'imagine dans certains milieux sur les proies. Et franchement, si vous regardez la littérature scientifique, ça va un peu dans toutes les directions. C'est pas si clair. Quand vous avez un système prédateur-proie, et dans les prédateurs, je compte pas simplement les grands carnivores, mais je compte aussi les chasseurs, qu'on peut modéliser comme si c'était des prédateurs en utilisant leur prélèvement, le comparer au prélèvement en fait qui est effectué par les carnivores et voir comment le système fonctionne. C'est pas une question à laquelle il y a une réponse définitive. Par contre, il y a une petite remarque que je ferai, c'est que vous parlez de ces 700 ou 750 chamois ou chevreuils qui sont tués chaque année par la population de lynx du canton de Neuchâtel, plus je ne sais pas combien de dizaines de chevreuils et de chamois qui sont tués par ces mêmes lynx. Mais c'est ce que j'essaie de vous montrer dans ma présentation. La prédation exercée par le lynx sur une population d'ongulés sauvages n'est pas du tout du même type que la prédation que les chasseurs exercent sur la population de ces espèces proies. Vous avez bien vu dans ce que j'ai montré, si vous avez été attentif, que les lynx s'en prennent surtout aux jeunes générations, que ce soit les chevreuils et les chamois. C'est surtout très marqué chez le chamois parce qu'il est un peu plus grand, donc les jeunes chamois sont des proies plus faciles. Chez le chevreuil, c'est plus étagé. Mais en fait, la prédation qu'exerce le lynx sur les populations de chevreuils et de chamois, elle est beaucoup plus durable, je l'ai dit dans un titre, elle est beaucoup plus en équilibre avec le mode de fonctionnement d'une population sauvage d'un ongulé. Pourquoi? Parce que le chasseur, en fait, est très réfractaire à tirer des jeunes individus dans une population, sauf quand c'est des loups, je parle du Valais en l'occurrence. Et ceci est une notion qui est très mal comprise par les milieux de la chasse. Si vous allez faire de la chasse au chamois, puis que vous tirez les boucs qui sont les meilleurs reproducteurs entre l'âge de 4 et 10 ans et qu'il y a une pression excessive sur ces boucs, sans connaître le plan de chasse du canton de Neuchâtel, je m'exprime parce que je ne sais pas comment c'est établi dans le détail, mais vous avez un énorme impact sur la population de ces chamois. Pourquoi? Parce que vous allez prélever les meilleurs reproducteurs. Et c'est là que le taux de survie est le plus élevé dans les différentes catégories d'âge. Donc, quand on compare la prédation de la chasse et la prédation des prédateurs sauvages, il faut faire attention. Derrière les chiffres que vous donnez, il y a des nuances qui font qu'en fait, vous comparez un petit peu des pommes et des poires. On ne peut pas comparer un chamois adulte, un bouc adulte, du point de vue de l'intérêt qu'il a pour le fonctionnement d'une population sauvage, s'il a entre 4 et 10, 11 ans pour déjà des individus âgés, avec la prédation qui est exercée sur cette population de chevreuils ou de chamois par lynx. C'est quelque chose de complètement différent. Par exemple, si vous prenez le cas du loup, les loups ils vont s'en prendre beaucoup à des jeunes cerfs. Le cerf est la proie principale du loup, et le loup il s'intéresse à de la viande. Les chasseurs, très souvent, il a le trophée en ligne de mire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous chasser des trophées, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez bien que pour un chasseur, il y a une fascination, par exemple, pour le cerf qui a une immense ramure. Si vous avez un 16 corps, un 18 corps, et que vous pouvez le tirer à la chasse, c'est quelque chose de phénoménal. Vous êtes un héros dans le monde de la chasse. Un loup, il ne voit pas du tout les cerfs comme ça. Un loup, il va éviter justement le cerf parce que quand il voit cette ramure imposante, il sait que là, il n'a aucune chance, même s'il est avec un gros groupe, une grosse meute, il sait très bien que c'est là qu'il y a la vitalité.
mortalité, et puis il ne va pas s'en prendre à cette section-là de la population. Donc attention, ne comparons pas des choses qui sont difficilement comparables. Ceci dit, je ne connais pas le plan de chasse qui est établi pour le canton de Neuchâtel. Je vois que le prélèvement il est plutôt modéré, mais ce n'est pas partout la même chose. Vous parlez de quelques dizaines de chamois ou de chevreuils. Moi, je viens dans un canton, d'un canton où on tire 1500 cerfs par année. C'est je ne sais pas combien de fois la population de la chaîne jurassienne, et où on tire 2500 chamois par année. On est dans des systèmes complètement différents, même dans des régions qui sont finalement assez proches de la Suisse. Merci. J'aimerais revenir à la remarque de M. Balder sur les autoroutes. On voit que une grande mortalité, 34%, c'est énorme, hein, de lynx tués par les automobiles. J'ai le souvenir qu'il y a eu une intervention de M. Lynx Neuchâtelois qui est intervenu à Valangin suite au décès du héros de ton film en 2022, si je me souviens bien. Tu es intervenu auprès des députés neuchâtelois. Quel est le résultat par rapport au passage à Valangin? Donc ça, c'est un goulot d'étranglement, malheureusement, qui s'appelle le Pont Noir, que vous connaissez forcément entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Effectivement, le mâle que j'ai suivi pendant plusieurs années a fini par se faire écraser sur ce spot-là. Et comme c'était le 3e lynx que je perdais sur ce secteur, j'ai effectivement d'abord contacté le service de la faune, qui m'a dit que, en gros, maintenant cette route n'est plus cantonale, mais elle est maintenant autoroute fédérale, nationale. Donc, ils avaient fait un espèce de petit grillage là qui semblait, bien inutile à mon sens. Et par conséquent, j'ai effectivement contacté l'OFROU et puis Céline Vara, qui était là tout à l'heure, pour essayer de faire un passage à faune. Et apparemment, de ce que m'a dit Céline, c'est que ça allait dans la bonne voie pour faire un passage à faune qui serait hyper intéressant, parce que là, vous voyez à peu près géographiquement comment ça se passe. Ça relie les deux massifs forestiers qui sont vraiment littéralement coupés en deux par cette autoroute, et il n'y a pas que le lynx qui se fait écraser sur ce secteur-là. Donc si le film pouvait servir en tout cas à créer ce pont vert, là, ce serait vraiment super. Ouais. Juste par rapport à la manière dont tu présentes les chiffres, alors j'ai découvert le graphe de Fridolin comme toi, mais si tu regardes en fait la mortalité qui est d'origine anthropique, il y a un tiers, c'est la circulation routière, mais si tu regardes en fait les tirs illégaux, plus les tirs légaux, plus les orphelins, eh ben, on arrive à la même proportion. C'est-à-dire qu'en fait, anthropiquement, on a, si tu veux, 2/3 de la mortalité des lynx qui peut s'expliquer par des activités humaines, qu'elles soient légales et qu'elles soient illégales. C'est important je pense que c'est important de vraiment bien comprendre ces chiffres. Et pourquoi les orphelins, en fait, Fridolin a bien montré dans son graphe avec le cycle annuel, c'est qu'en fait, la séparation entre les jeunes et la mère se perd plus ou moins durant la période du rut, hein, si j'ai bien compris, en février-mars. Mais tellement de ces orphelins sont trouvés, en fait, en septembre, en octobre, comme par hasard quand il y a la période de chasse, qu'on peut, et tu l'as dit, hein, assez largement rattacher ça en fait au fait que la mère a été tuée, puis que les petits en fait dispersent et puis se perdent parce qu'ils n'arrivent pas. Pendant les battues, tu peux vraiment avoir les... Oui, pas forcément tués en fait, mais on peut. Enfin moi, en ce moment, je suis en train de suivre une femelle qui est juste là, et effectivement, j'ai eu exactement ce cas-là où j'ai eu 2 chatons que j'ai vus 15 jours avant avec la femelle, et 15 jours après, j'ai les 2 petits qui sont maigres comme ça et qui sont en train d'appeler. J'ai entendu un des jeunes appeler d'ailleurs. J'avais jamais entendu un jeune appeler de cette façon-là. Et au bout de quelques jours de vidéo, en fait, j'en ai un qui disparaît et l'autre qui est. La femelle n'est pas forcément morte. C'est juste qu'il y a eu une séparation pendant une battue, par exemple, où ils n'arrivent plus à se retrouver. Ils appellent, mais ils se retrouvent plus. Et les jeunes, évidemment, très rapidement dépérissent. Ouais. Moi, je voulais juste préciser par rapport à ces causes de mortalité, c'est que la probabilité de détection, elle n'est pas du tout la même, hein, par rapport à un lynx qui se fait tuer sur la route. Voilà, il y a de fortes chances de le trouver, donc il faut aussi se méfier. Et puis pour revenir à propos de ces lynx orphelins, je suis d'accord que ça peut être parfois lié à des actes des tirs illégaux, mais moi je trouve qu'il faut toujours être prudent avec ça parce qu'on n'a pas la preuve indéniable. Et puis tout d'un coup, on accuse sans avoir vraiment une preuve. C'est pour ça que moi je suis assez prudent par rapport à ça. Mais voilà. Alors, si je peux permettre, au niveau des tirs illégaux, donc
Effectivement, dans le canton de Neuchâtel, c'est l'activité humaine, mais pas les tirs. Donc, on n'a pas connaissance, en tout cas, si, je sais pas si tu peux me contredire ou pas, mais on n'a pas connaissance de tir illégal de lynx dans le canton de Neuchâtel. On a eu des cas de maladie, on a eu des cas dus à la route. Donc, la maladie, ça c'est naturel. La route, c'est une activité humaine, on est absolument d'accord. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de chasseurs, en tout cas pour le canton de Neuchâtel. Après, dans d'autres cantons, c'est possible. On ne le soutient pas. Je ne le soutiendrai jamais en cas de braconnage. Ça, c'est une évidence. Et par contre, je suis assez content de mes chasseurs dans le canton de Neuchâtel, c'est que eux, ils ne l'ont jamais fait. Oui. Je dirais qu'il y a le même problème avec ça qu'avec la question de la probabilité de détection dont vient de parler Fridolin, c'est que la probabilité de détecter un braconnier qui aurait tiré un lynx, elle est relativement basse et probablement beaucoup plus basse que la probabilité de trouver un lynx écrasé sur une route aussi. Et puis par rapport à cette probabilité de détection, c'est un problème qui est vraiment important. On a fait toute une étude avec mon groupe sur le hibou grand-duc, qui est une espèce qui en fait reprend aussi dans le Jura, mais qui souffre passablement de la mortalité anthropique et essentiellement de la mortalité par électrocution. Et en fait, on ne pouvait pas utiliser les données des individus retrouvés morts pour arriver à composer les différentes sources de mortalité qui impactent la population. Et c'est pour ça qu'on a marqué à peu près 80 jeunes grands-ducs qu'on a suivis pendant des années. Et là, en fait, ça a confirmé que les mortalités qu'on observait indirectement et en fait, sans pouvoir tenir compte de la probabilité de détecter les animaux qui sont blessés, etc., ça correspondait quand même à ce qui se passait dans la réalité. Sauf que la mortalité due en fait à une pénurie alimentaire, une difficulté d'alimentation est quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter en ayant des découvertes fortuites d'animaux morts. Donc c'est un vrai problème, cette probabilité de détection dans les deux sens, je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la détection, mais on le voit et on l'a vu notamment dans les Vosges en France, je reviens là-dessus, mais à partir du moment où il y a une destruction illégale systémique, les animaux, on les retrouve, enfin, on les voit pas vieillir en fait. On a des individus, puis ils disparaissent, on les voit plus, et puis au bout d'un moment, la population elle chute. Et on le voit très clairement, même sur certains secteurs, dans le département du Doubs par exemple, où il y a vraiment des secteurs où il y a un petit groupuscule totalement anti-lynx, et là, il y a vraiment des poches où il n'y a pas de lynx. Et on l'a vu, tu nous l'as montré tout à l'heure en Valais, c'est-à-dire que si vraiment il y a un braconnage systémique, il y a tout simplement plus de lynx. Dans les Vosges, en quelques années, la population a dégringolé, a disparu. Donc, effectivement, même si on ne retrouve pas tous les lynx, et qui nous dit qu'il n'y a pas des lynx qui se sont fait tirer illégalement sur le canton de Neuchâtel? Je veux dire, personne ne va s'en vanter et on ne trouve pas effectivement les individus. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'effectivement il y a une destruction systématique de cette espèce. Sinon, on n'aurait tout simplement plus de lynx sur le canton de Neuchâtel, ça c'est clair. Alors effectivement, là, on peut vous rejoindre sur ce point-là. Nous, tous les lynx, en fait, on sait que tous les lynx qui ont été découverts décédés sont automatiquement autopsiés. Ils sont envoyés à Berne, si je m'abuse, Fridola, au Tirschvital pour une analyse, examen. Donc on n'a pas, effectivement, nous, on peut se baser que sur des faits et non sur des suppositions. C'est ça qui est pour nous qui est important. Quand on trouve enfin, comme vous le disiez, il y a beaucoup de petits lynx orphelins ou échappés, enfin, qui sont séparés de la maman. Donc moi, j'avais aussi une hypothèse, le fait de dérangement de la chasse, ça provoque un manque de proie pour la femelle qui doit alimenter 2-3 petits ou un petit. Donc c'est possible que ça sépare aussi ou qu'il y a un abandon des petits parce qu'elle n'arrive pas à nourrir. Puis d'autre part, quand on a des petits qui rôdent autour des fermes, qui viennent manger dans la gamelle des chats, il n'y a pas du tout d'aide qui est prévue dans les centres de soins. Ils ont l'interdiction de porter secours aux castors, aux loups et aux lynx. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Il n'y aurait pas moyen soit de créer un centre de soins pour aider, c'est une espèce qui est quand même sensible, on s'est donné beaucoup de peine pour la réintroduction. Pourquoi là, les gardes faunes, je pense soit ils les remettent en forêt un peu n'importe comment, soit ils les achèvent, mais il n'y a pas d'aide qui est possible par les centres de soins, et ça je comprends pas pourquoi. Ça me dérange beaucoup. Ouais, donc ça c'est aussi une question un peu parfois on va dire
peut-être aussi de volonté politique, mais pour l'instant, il n'y a pas de centre de soins approprié. Donc, en fait, c'est pour ça que ces jeunes orphelins, parfois, ils atterrissent dans des centres, mais qui sont pas appropriés, et puis ils se blessent, et puis c'est pas top pour ces. Non, alors ça, c'est sûr. Hein. Il y a des critères, il y a des critères assez. Peut-être c'est la Suisse, mais il y a vraiment toute une liste de critères par rapport au centre de soins. Par exemple, déjà, il faut pas que le lynx ait des contacts avec les. Par exemple, le but, si on va mettre un lynx dans un centre de soins. Il y a plusieurs. Pour l'instant, la seule possibilité, ce serait de le reprendre actuellement à l'endroit où on l'a retrouvé. Pour l'instant, la Suisse, elle s'est pas engagée au fait à utiliser ces jeunes orphelins, par exemple pour des projets de renforcement à l'étranger, s'ils remplissent les critères. Parce que si on prend un jeune orphelin, on le met dans un centre, et puis bon, il y a l'élevage, pas l'élevage, mais on essaie de le réhabiliter. C'est possible que tout d'un coup, ce jeune, il remplit pas les critères. D'une part, il peut pas survivre à l'état sauvage. On va pas le mettre dans un zoo. Parce qu'un animal sauvage, une fois qu'il a vécu à l'état sauvage, le mettre dans un zoo, c'est pas une bonne idée, donc il va être euthanasié. Et si il remplissait les critères, par exemple pour des programmes de réintroduction, il pourrait peut-être aller à l'étranger. Mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté en Suisse pour ce genre de gestion, si on veut. Et puis la question aussi, c'est de faire un centre. Ça coûte très cher. Et puis si pour l'instant il n'y a pas de volonté. C'est possible que ça se fasse, mais pour l'instant, on voit pas qu'il y a de volonté de faire ce genre de centre. Donc, la seule solution qu'il y a actuellement, c'est s'il est dans un état pas favorable, il y a le tir. Et puis aussi, l'autre, c'est le nourrissage dans la nature, parfois qui a été pratiqué avec succès aussi par certains cantons. Donc, il y a pour l'instant ces deux options. Moi, je vous propose, je vais encore monopoliser la discussion 5 minutes et après je passerai le micro au public. On a parlé des tirs illicites, on a parlé des animaux tués par les véhicules. Il y a le morcellement du territoire, mais qui va avec un peu ce problème des routes. On voit que c'est un faible colonisateur en plus, donc c'est problématique. Moi, j'aimerais venir sur l'autre menace qui, moi, me gêne beaucoup pour l'avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir du lynx dans 50 ans, c'est ces problèmes génétiques, cet appauvrissement génétique. On voit que ces lynx, alors on a beaucoup parlé déjà, on voit que ces lynx viennent tous un peu d'une même région, enfin celle des Carpates. On connaît pas très bien leur diversité génétique. Moi, j'avais 2 questions à ce propos. Tu as parlé de translocation, donc on voit que la Suisse fournit des lynx à des pays tiers. Il y a des translocations. Moi, est-ce que vous faites des translocations Jura-Alpes déjà? Ça, c'était ma première question. Puis la deuxième, on voit que donc il y a la population jurassienne, il y a la population alpine, mais on voit que maintenant le lynx s'installe avec de la reproduction sur le plateau. Est-ce qu'on peut espérer que ces quelques lynx qui sont sur le plateau servent de trait d'union entre les 2 populations? Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas de translocation Jura-Alpes qui sont prévues. Mais peut-être ça se fera peut-être une fois, mais on attend encore les résultats de ce projet génétique santé et démographie. Et puis il y a aussi justement toutes des propositions qui vont être faites. Qu'est-ce qu'on peut faire et qui vont être discutées avec les autorités, donc la confédération et les cantons. Donc pour l'instant là, il n'y a pas de quelque chose qui est prévu concrètement. Et puis bon, peut-être un aspect aussi qui est important à signaler, c'est que lorsqu'on va faire ce genre de renforcement génétique, si une population est saturée, ça sera peut-être difficile. Donc, il y a des réflexions aussi, des discussions à ce sujet il faut aussi discuter par rapport aussi à l'acceptation. Donc, il faut aussi que différents groupes d'intérêt soient d'accord au fait qu'on fasse ce genre de choses. Il y a un soutien aussi à ce niveau-là. Et puis, un point qui est, par exemple, discuté, je ne sais pas si ça va être fait, mais c'est par exemple qu'on prélève plus de lynx et puis qu'on en ramène un peu moins, quoi. Par exemple, dans l'ouest des Alpes, ces lynx qui sont là, on peut pas les utiliser pour des programmes de renforcement vu la constellation génétique. Donc, la réflexion qui est faite, vu la densité très élevée, on va en prélever, on va en éliminer un certain nombre et puis ramener un peu moins de lynx. Et puis, ça va aussi créer en fait un trou. Ça peut permettre à ces lynx de s'établir et puis de pouvoir ensuite s'intégrer dans la population. Et puis, un autre aspect qui sera très important, c'est le suivi au fait de ces actions pour voir au fait justement est-ce qu'ils s'intègrent dans la population, est-ce qu'ils se reproduisent, et puis aussi comment évolue la diversité génétique dans la région, et puis pour ensuite prendre des mesures pour ajuster la chose si ça va pas dans la direction escomptée.
Et puis, tu as mentionné, au fait, oui, le fait que le plateau se fasse coloniser par lynx. Et puis ça, c'est vraiment un souhait, quoi. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus. Là, récemment, on a eu des lynx jurassiens. Je l'ai pas mentionné durant ma présentation, mais un lynx jurassien qui était avec une femelle alpine. Donc, il y a de fortes chances au fait qu'il y a un mélange, au fait, un brassage qui se fait à ce niveau-là. Et puis, peut-être avec un peu de patience, ça va se faire aussi naturellement, quoi. Ouais. Il y a les Allemands qui ont trouvé une technique, je trouve, assez intelligente, dans le Palatinat en tout cas. C'est que, et les chasseurs étaient d'ailleurs dans le groupe de travail de la réintroduction, c'est que la loi maintenant fait que si on trouve un animal qui a été tiré, on le remplace par 2 femelles. Et je trouve qu'en Suisse, on pourrait s'en inspirer. C'est-à-dire que si effectivement il y a un cas, soit dans la chaîne du Jura, soit dans les Alpes, d'un animal qui a été tiré illégalement, eh bien, on fasse revenir des animaux. Alors, pour le coup, plus de Slovaquie, parce que je crois que maintenant, ça y est, on a déjà suffisamment tiré sur la corde, mais éventuellement de Roumanie, pour ramener 2 femelles qui génétiquement ramèneraient du sang neuf. Et là, pour le coup, socialement, ce serait probablement plus accepté, puisque ce serait pas de la réintroduction, mais ce serait du remplacement. Alors, je comprends la position de Laurent. Par contre, si on revient avec la position de Fridolin, le but, c'est quand même, on parle de surpopulation actuellement, une densité qui est un peu trop élevée. Ce qui est légitime, c'est qu'on remplace le lynx qui a été tiré. Alors ça, c'est normal. Mais par contre, qu'on remette plus encore actuellement, ça risquerait de poser une problématique à l'heure actuelle, en tout cas. Comment vous définissez une surpopulation? Parce que pour moi, je n'ai jamais lu... moi, personnellement, je ne sais pas, Fridolin ou Raphaël, vous pourrez... mais moi, j'ai jamais lu qu'il y avait surpopulation. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une population qui se stabilise relativement bien dans le Jura. Les territoires sont pas saturés, mais ils sont tous plus ou moins occupés. Par contre, moi, je comprends pas le mot surpopulation à partir du moment où l'équilibre proie-prédateur fonctionne plutôt bien. Densité forte alors que surpopulation, si on veut être plus juste. Oui, par rapport à cette question de génétique, je vais prendre l'exemple d'une autre espèce qui a aussi été réintroduite dans les Alpes, c'est le gypaète barbu. Donc on a effectivement également ce qu'on appelle un effet fondateur qui est fort, c'est-à-dire une faible diversité génétique dans la population qui s'est réinstallée. Alors beaucoup de gens disent on va prendre des gypaètes de captivité avec des gènes rares et on va les mettre dans la population sauvage pour diversifier la génétique. Alors ça part d'une bonne idée, simplement c'est différent de la situation du lynx où on prélève les individus dans des populations donneuses qui sont sauvages, mais avec les gypaètes, les individus viennent de captivité. Donc vous faites l'inférence, l'hypothèse que les gènes des individus gypaètes en captivité sont des gènes qui sont rares, donc importants pour la population sauvage. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est peut-être des gènes qui sont dus à un long passage en captivité, qui ont peut-être une valeur adaptative en captivité, mais qui n'ont aucune valeur pour la population sauvage. Et par rapport au problème du lynx, je pense que la solution à long terme, et Fridolin l'a très bien montré, c'est d'essayer de reconnecter les populations tant que faire se peut, sachant que c'est une espèce qui est peu dispersible, le lynx. Pourquoi c'est là la solution au problème, plutôt qu'à des translocations qui peut être qu'une solution transitoire et temporaire? C'est parce qu'en fait, on sait du point de vue génétique que pour qu'on assure un flux génique sur le très long terme, il suffit qu'un individu passe d'une population à l'autre, et ça va évidemment dans les deux sens, c'est réciproque, par génération, pour que le flux génique soit maintenu suffisant sur le très long terme. Et c'est pour ça qu'avec les gypaètes, on a une population sauvage qui a toujours survécu dans les Pyrénées, on a la population qui a été réintroduite des Alpes, avec des individus qui venaient principalement d'Asie centrale, un peu comme nos lynx viennent des Carpates slovaques, puisqu'il n'y a plus de population alpine de lynx, on n'avait pas non plus de population alpine de gypaètes pour faire des réintroductions. Et en fait, on a créé une zone de pont dans le Massif central où il n'y a pas vraiment une grande évidence que le gypaète était présent comme nicheur, mais pour assurer le transit entre les Pyrénées, la population qui est native et sauvage, et les Alpes, qui est une population réintroduite avec des individus allogènes. Et en fait, la première année de réintroduction du gypaète dans les Causses, on a déjà eu des passages d'individus entre les Pyrénées, les Causses et les Alpes, et entre les Alpes, les Causses et les Pyrénées. Donc cette tête de pont, c'est absolument essentiel. Il faut vraiment tout miser là-dessus, et c'est pour ça que je suis très heureux de savoir
que maintenant, il y a une connexion entre la population du Jura et des Alpes via le plateau, parce que ça veut dire que si vous avez un lynx qui passe dans un sens comme dans l'autre par génération, eh ben vous avez résolu le problème de la génétique sur le très long terme. Et le temps de génération des lynx, qui est une espèce qui vit pas très longtemps, je ne sais pas si ça a été calculé, Fridolin le sait peut-être, mais à vue de nez, c'est quelque chose comme 6 ou 7 ans. C'est une population qui a un très grand turnover. Si vous avez chaque 6 ou 7 ans, entre les Alpes et le Jura, un individu qui passe dans un sens et un individu qui passe dans l'autre sens, vous avez sur le très long terme résolu le problème de la génétique, pour autant que vous considériez que la diversité génétique de la population de lynx du Jura soit suffisante pour assurer la survie à long terme. Et puis après, il y a la question de savoir, c'est pas parce que les lynx alpins ont un taux d'hétérozygosie qui est un petit peu plus bas que les lynx du Jura, c'est pas du tout dit que ça les condamne à long terme s'il n'y a pas d'échange. Hein. Il y a une grande incertitude par rapport à cette dépression de consanguinité au point de vue génétique. Et il y a très peu d'études en fait qui montrent qu'il y a des effets délétères qui apparaissent puis qui tout d'un coup déciment des populations. Et si vous me donnez un seul cas, je suis preneur, mais ça n'existe pas dans la littérature scientifique. Donc restons un peu prudents avec ces aspects génétiques aussi. Merci, le temps passe. Je crois qu'il est temps de passer la parole au public. Profitez des spécialistes ici présents pour poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Oui, alors moi j'entends parler de surpopulation de lynx, évidemment du côté des chasseurs, mais il semblerait, d'après ce que dit M. Arletta, qu'en Valais, c'est loin d'être le cas. Parce que on sait bien, tout le monde sait pourquoi. Donc, je vois pas comment les lynx valaisans vont venir croiser la génétique du Jura s'ils sont exterminés au passage entre les deux. Les lynx, j'ai dit, la densité, elle augmente un petit peu dans le compartiment nord, la dispersion est lente. Et ce que j'ai dit, c'est que s'il suffisait qu'il y ait par génération un lynx des Alpes qui, en fait, atteigne le Jura ou un lynx du Jura qui atteigne les Alpes pour qu'on ait le brassage génétique, c'est ce qu'on appelle le flux génique. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir 150 lynx en Valais pour qu'on ait, il suffit qu'on ait un individu qui passe de temps en temps. Alors évidemment, cette probabilité qu'un individu disperse entre un compartiment du paysage et l'autre, entre les Alpes et le Jura, elle va certainement augmenter avec la densité, ça c'est clair. Puis les Alpes, c'est pas que le Valais. Oui, mais le Valais, c'est une tête de pont importante en direction du sud et notamment de l'Italie. Vous avez vu, dans tout le Piémont et toute la Lombardie, le lynx est absent. Et si les Valaisans n'avaient pas décimé les populations de lynx, je pense que l'Italie du Nord serait déjà colonisée. Et puis peut-être aussi pour compléter, il y a aussi il y a des lynx jurassiens qui ont passé au fait dans les Alpes françaises, et puis peut-être qu'ils vont arriver justement tout d'un coup en Valais. On espère aussi qu'il y a un développement positif qui va se faire là, aussi dans le canton du Valais, et puis que là il y a aussi une jonction qui puisse se faire de ce côté-là, quoi. Oui, j'ai une question concernant la population de chevreuils. Il y a une prédation naturelle donc de 750 chevreuils, 300 chevreuils tirés. Et vous comptabilisez environ 3000 chevreuils dans le canton, théoriquement. Ça veut dire qu'il y a un tiers de la population de chevreuils qui est prédatée naturellement, sans parler des accidents de circulation. Alors, je pense que c'est juste. On comptabilise pas une population totale de chevreuils ni de lynx, parce qu'on compte pas. Il n'y a pas de comptage du nombre d'individus. Comme je l'ai présenté, il y a des circuits qui s'appellent des indices kilométriques sur lesquels on compte le nombre d'animaux qui sont de chevreuils par exemple qui sont relevés, et puis ça permet d'avoir une image de stabilité ou de décroissance, mais ça donne pas, on peut pas en partir de là pour en tirer un nombre d'individus sur la surface cantonale au total. Ça donne une indication sur un mouvement de population, mais ça permet pas de dire le nombre d'individus qu'il y a dans le canton de Neuchâtel. Si on prend, par exemple, si on compare un canton qui nous est proche, le canton du Jura, on a une surface forestière plus ou moins équivalente, 36 000 hectares pour le canton du Jura, 32 000 pour le canton de Neuchâtel. Si on compare les chiffres de chasse, ils sont incomparables. Et la densité de lynx est un peu plus faible sur ce compartiment du Jura, si je ne me trompe pas, Fridolin. Mais le canton du Jura, il prélève, il y a, par la chasse, 1300 chevreuils par année, 70 chamois, et ici on est à moins de 300 et 30, un peu moins de 30 chamois par an.
Et il y a, je les ai pas mis dans mon graphe, moi j'aurais pu mettre les chiffres de collision avec le trafic routier. De tête, hein, je peux me tromper, mais sauf erreur, c'est environ 130 chevreuils par année, les chamois je sais plus. Donc on voit que par rapport à la chasse, c'est aussi c'est quand même quelque chose de conséquent dans le canton de Neuchâtel. Mais c'est aussi dû à des secteurs particuliers où il y a beaucoup d'impact sur les autoroutes et les routes, où il y a des actions qui peuvent être prises pour améliorer la situation. Mais on ne peut pas dire il y a 3000 chevreuils dans le canton de Neuchâtel. Je ne peux pas vous dire s'il y en a 3000, s'il y en a 5000, s'il y en a 10 000. Bon, déjà, je suis ingénieur forestier et pas gestionnaire de la faune, donc je marcherai sur les plates-bandes de mes collègues. Mais même eux, on ne peut pas déterminer comme ça le nombre absolu de chevreuils qu'il y a dans un canton. On peut dire combien il y a de kilomètres carrés d'habitat favorable, combien théoriquement on peut avoir d'individus par kilomètre carré d'habitat favorable, mais on ne peut pas poser un chiffre absolu en disant le nombre d'individus d'une population qu'on a. On peut le faire avec les arbres par contre. Je m'excuse, j'ai une question. Je suis désolée, je suis sur la même thématique. Vous n'arrivez pas à estimer la population de chevreuils que vous avez dans le canton de Neuchâtel, mais par contre, vous connaissez le prélèvement que vous faites chaque année et vous connaissez le prélèvement, il est estimé pour les lynx, d'accord? Le chevreuil, c'est l'espèce la plus prolifique dans les espèces chassables qu'on ait en Suisse. C'est la première espèce chassée. On tire chaque année 45 000 chevreuils en Suisse. C'est la première espèce chassée avant le renard, qui est la deuxième avec 30 000 individus en Suisse. Le chevreuil, il a un taux d'incroissement intrinsèque annuel de 40%. C'est-à-dire qu'une population de chevreuils dans laquelle vous prélevez en respectant le sexe ratio et la catégorisation en âge que vous avez présentée dans la pyramide, vous tirez 40% des chevreuils chaque année, votre population reste stable. Ça, c'est la réalité biologique. Donc, ça veut dire que si entre les prédateurs et la chasse, vous prélevez moins de 40% des lynx chaque année en respectant la structure de la pyramide des âges, vous avez une population de ces chevreuils qui reste stable. Ça, c'est la réalité des chiffres, c'est la biologie. Hein. Donc, vous pouvez indirectement, vous pourriez estimer la population de chevreuils que vous avez par rapport au prélèvement effectué par les deux grands prédateurs, le chasseur et le lynx. Ceci dit, il y a une nouvelle étude française qui montre malheureusement que le chevreuil, alors qu'effectivement c'est un animal très très prolifique et connu de tout le monde, par le réchauffement climatique maintenant, visiblement perd de la fécondité et ça semble être dans certaines régions assez dramatique en réalité. Ouais, moi j'ai une question. J'ai écouté avant qu'en fait il y a un monsieur qui s'est fait prendre par un piège. Moi je parle des pièges, hein, parce que moi c'est ce qui me parle le plus pour les lynx. Je suis restée choquée de ce que j'ai vu. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça. Mais comment c'est possible qu'une personne se fait prendre en l'air pendant 2 heures de temps, qui à peine porte ça à la police, et qu'en fait on rende ça aux personnes qui chassent le lynx? Ça, j'ai un truc que j'ai pas compris. Il faut qu'on m'explique. Je m'excuse, hein, j'ai posé la question pendant qu'il y avait le monsieur qui parlait. Je suis restée très interpellée. Vous parlez de corruption, mais c'est pas possible. Excusez-moi, mais comment une personne peut rester pendant 2 heures, qu'amène à la police, puis en fait on rend ça à la personne qui a posé ce piège. Moi, je parle des pièges. C'est pas 2 heures, mais c'est 2 mois de décalage entre les deux. Parce qu'en fait, les câbles qui servaient à ce piège avaient une marque. Et en fait, c'est exactement les mêmes câbles qui ont été posés au même endroit, au même piège. Comment c'est possible? Parce que dans certains cantons, dans celui dont je viens, il y a une collusion entre les agents étatiques qui sont assermentés, qui sont censés faire respecter la loi, et les braconniers. C'est la réalité du monde, c'est la réalité de la Suisse, ça existe aussi en Suisse. Quand on dit les Valaisans sont les Corses de la Suisse, il y a une réalité là derrière qui est vraie. Et je peux vous dire que pour pratiquer ce canton où je suis né depuis des décennies, il y a une énorme collusion entre les milieux de la chasse, de la gestion de la chasse au niveau étatique, et les braconniers et les chasseurs. C'est désolant à dire, mais c'est comme ça. Et je peux vous dire qu'on lutte là contre depuis des décennies et qu'on est face à un monument qui est inébranlable. C'est institutionnel et c'est systématique, c'est ça le problème.
Continuez à faire ce qu'on a fait. Écoutez, ce que je vous ai montré pour la démonstration des pièges, c'était 6 ans de travail pour remonter les éléments et être sûr qu'on arrive à aller jusqu'à la justice et qu'un jour la justice se penche sur ce problème. Parce que quand vous dénonciez à l'époque, alors ça a changé depuis, comme je l'ai montré, depuis que ce Neuchâtelois, M. Bourquin, est venu en Valais, quand vous dénonciez un acte de braconnage supputé en fait aux autorités de la chasse en Valais, il camouflait l'histoire parce qu'il y a une omerta généralisée par rapport à ça. Et la justification, ça a toujours été, le lynx a été réintroduit en fait illégalement en Valais, donc il n'y a aucune raison qu'on l'élimine pas illégalement. Voilà la raison qui a été toujours donnée. C'est la réalité du monde dans lequel on vit, excusez-moi, mais je sais que pour beaucoup, je passe par un paranoïaque quand je raconte ces histoires-là, mais les gens de plus en plus se rendent compte que ce que je disais déjà il y a 20 ans, c'est la réalité du monde, en tout cas du contexte valaisan dans lequel on doit évoluer actuellement. Alors, madame, je vais répondre indirectement à votre question. Il y a une nécessité d'évolution de la population et le lobbying qui est derrière ce que monsieur Arletta a expliqué a besoin encore de temps pour être un peu mieux contré. Maintenant, une autre question en lien avec les émetteurs. Est-ce qu'il peut arriver qu'un lynx ou un loup qui a un collier émetteur puisse s'étrangler parce qu'il se prend dans des branchages? Ou est-ce qu'il y a une certitude que ça ne peut en aucun cas arriver? C'était une première question. Une deuxième question, nous avons eu l'exemple d'une femelle qui provenait d'un parc qui a eu des petits. Est-ce que les petits de cette femelle et les générations futures ont eu une éducation qui leur a permis de chasser sans que ce soit problématique? Merci. Bon, par rapport au collier, moi, à ma connaissance, en tout cas dans les études qu'on a fait, nous, on n'a pas eu de lynx qui s'est pris, peut-être qu'il y en a une fois qui a pris une branche, mais en fait, qu'il n'y en a aucun qui était resté bloqué sur un arbre, quoi. Ça n'a jamais arrivé, quoi. Et puis, par rapport à la question, je n'ai pas tellement bien compris l'histoire. C'était, je sais pas à quelle femelle vous faites référence. Ah, cette femelle-là. Alors en fait, même la femelle, Aïcha, elle est sortie, elle s'est échappée du Jura Park, et puis une semaine après, elle tue un bouc de chamois. Donc, elle avait été capturée en tant qu'orpheline. Je pense qu'elle avait, je sais pas, quelques mois, quoi. Donc en fait, même un lynx, le fait de chasser, c'est tellement inné que voilà, ils se débrouillent, quoi. Il y a pas besoin de leur expliquer ça. Même un lynx qui a jamais appris à chasser avec sa mère, elle a réussi à tuer un bouc de chamois sans avoir cette expérience. Puis je vais juste profiter au nom d'Avenir Loup Lynx Jura de vous dire que concernant le braconnage et puis toutes ces actions qu'il faut mener, qui sont parfois un petit peu difficiles, notre association s'engage. Alors on n'a pas fait encore Avenir Loup Lynx Valais, mais ça viendra. J'aimerais juste ajouter par rapport aux colliers. Je me souviens, au début, avec ces colliers lynx, on les coupait et puis on faisait une structure métallique. Et on avait compté que cette structure métallique devait rouiller en tant de temps. Comme ça, si on perdait le lynx, si l'émetteur tombait en panne, le collier devait tomber de lui-même. Voilà. Alors c'est toujours le cas, hein. Toujours le cas. Mais donc ils ont tous une zone de rupture avec des fils de fer. Malheureusement parfois même le collier est tombé avant que la pile soit il était encore fonctionnel, pardon. Mais on a pu documenter que les pièges photo, au fait qu'ils le perdaient, ça varie un peu 2 à 3 ans. Donc ça d'ailleurs pour des raisons éthiques, hein. C'est clair, hein, une capture de lynx, on la fait pas pour le plaisir, hein. Le lynx, c'est mieux qu'il n'ait pas de collier, mais c'est vraiment dans des buts de recherche. Et puis on limite vraiment au maximum, aussi au niveau du piégeage et tout. On met tout du côté pour que la vie du lynx soit sauve, qu'il n'y ait pas d'accident, etc. Et aussi la même chose avec le collier, qu'une fois que les piles sont vides, que le collier tombe, pas qu'il le porte toute sa vie. Bon, là, on parle du lynx et j'ai l'expérience de marquage de probablement une 30aine d'espèces avec des colliers émetteurs, que ce soit des GPS ou des VHF. Je peux vous dire qu'il y a quand même de temps en temps des accros ou des accidents qui se produisent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce soit avec des chauves-souris ou des oiseaux. Dès le moment où on est intrusif dans une population puis qu'on marque des individus, on sait qu'il y a un risque latent, en fait, qu'on affecte l'état de santé ou bien le taux de survie de cet individu à cause des incidents que vous signalez. Ça arrive.
Mais on met ça dans la balance avec le gain d'information qu'on obtient. Alors ça, c'est la science par rapport au retour justement sur des recommandations de gestion, etc., quoi. Par exemple, des chauves-souris, vous ne savez pas où elles chassent, vous leur mettez des émetteurs, vous en mettez sur 5 à 10 dans une colonie, ben vous allez après savoir exactement où ces chauves-souris vont chasser, puis vous pouvez protéger l'habitat. C'est ce qu'a fait Alain Lugon, là, qui n'est pas très attentif, mais avec les chauves-souris de l'église du Valais, il a fait son travail de diplôme à l'université de Neuchâtel sur des chauves-souris, les grands rhinolophes du Valais. Et bien, on a pu montrer exactement la zone, en fait, où cette colonie chasse. Et puis, dans la foulée, une dizaine d'années plus tard, l'État du Valais, vous voyez qu'en Valais, on fait pas tout mal non plus, a mis sous protection toute la basse vallée de la Borne, qui est le terrain de chasse principal de ces chauves-souris. Donc, il y a toujours une pesée d'intérêt qui est faite quand on marque des animaux avec des moyens techniques. Le temps avance. Je propose encore 2-3 questions avant de mettre un terme. Merci. Bonsoir. Simplement une question. Le lynx, comme le loup, sont des prédateurs. Moi, j'ai toujours appris que les prédateurs attaquaient que les animaux faibles. Est-ce que c'est le cas? Merci. Alors pour ce qui est du lynx, il va lui prédater. En fait, c'est plutôt au niveau du comportement. Donc il a une chasse à l'approche, et puis aux quelques bonds, il va ou bien à l'affût. Puis aux quelques bonds, il va tuer sa proie. Donc on a remarqué au fait, par exemple, lors du rut du chamois, les mâles, ils sont peut-être ils ont un peu d'autres choses dans la tête, et donc là, c'est là aussi il peut prédater plus de mâles de chamois pendant le rut du chamois. Donc c'est vraiment, lui, le lynx, il va sélectionner. Je crois, Martin, toi, tu avais fait d'ailleurs ton travail là-dessus. Peut-être je devrais plutôt te céder la parole. Mais disons, il va sélectionner par rapport à ce qui est disponible, mais par contre, au niveau des conditions physiques. Mais par rapport au comportement, si les animaux inattentifs, c'est là ceux qui vont se prédater. Mais Martin, je sais pas si tu veux compléter. Alors effectivement, la technique du lynx, c'est une chasse à l'affût ou à l'approche. J'ai pu assister à différentes attaques de lynx sur des chevreuils. C'est quand même assez fou de voir des chevreuils qui se laissent approcher, des fois jusqu'à 10 mètres. C'est pas un coureur, le lynx. Il va courir après sa proie pendant 30-40 mètres et puis après il abandonne. Alors moi, l'hypothèse, mais ça reste une hypothèse, on a montré que le loup, lui, s'attaquait à des animaux plus faibles, jeunes, etc. Moi, j'ai posé l'hypothèse que le lynx devait faire plutôt un type de sélection sur les sens de l'animal. Ça reste une hypothèse. Je ne vois pas comment on pourrait la prouver, parce que par l'expérience, ça risque d'être difficile. Mais un chevreuil inattentif qui se laisse approcher par un lynx de manière si proche, c'est qu'il est inattentif, peut-être l'ouïe, l'odorat, etc. Et puis, probablement que le lynx fait un type de sélection différent que celle du loup. Juste pour demander une question complémentaire. Donc, vous sous-entendez qu'un lynx pourrait attaquer donc un magnifique mâle avec un beau trophée, en l'occurrence, à la période du rut. D'accord. Merci. Oui. Oui, alors écoutez, j'ai fait une étude biochimique des proies de lynx que j'ai comparée avec des chevreuils accidentés et des chevreuils tirés par des chasseurs. Alors ça a été plus dur à obtenir parce que c'est le fémur du chevreuil qui m'intéressait. Je dosais les lipides dans la moelle des fémurs et ça donne une indication sur la santé de l'animal. Et effectivement, il y avait les chevreuils tués par la voiture semblaient significativement en moins bonne santé que ceux tués par le lynx et le chasseur. Et il n'y avait pas de distinction entre lynx et chasseur. Et c'est probablement la technique de chasse qui explique ça, justement. Oui, moi j'ai encore une question un petit peu pointue. J'espère que ça va avec ces personnes. J'aimerais savoir le point de vue des chasseurs. Si maintenant on voit que les grands prédateurs augmentent, et pour nous c'est tant mieux, donc je suis président d'Avenir Loup Lynx, est-ce que les chasseurs sont d'accord, eux, de diminuer leur prédation, ou alors ils préfèrent qu'on réglemente ou qu'on régule les prédateurs? Alors là, je ne peux pas me prononcer au nom de tous les chasseurs, en l'occurrence, mais on l'a déjà demandé, en l'occurrence. Il y a 3 ans, 3 ou 4 ans,
On a demandé juste en 2018, même déjà avant. Ouais, ça fait depuis 2020, en gros, on a demandé à diminuer notre cheptel, notre plan de chasse. Donc ça veut dire qu'on n'a plus nos 3 chevreuils qu'on avait à l'époque, on n'en a plus que 2. Ça, donc on l'a fait, on le fera. Par contre, le but, c'est quand même pas non plus de supprimer tout acte de chasse, on est d'accord. C'est quand même notre objectif, on est comme là aussi pour défendre les intérêts de la chasse. Donc, s'il n'y a plus besoin, mais il y aura toujours besoin, à mon avis, de toute façon. Parce qu'on a, là, ce sera plus, je pense, du côté de Marc Malmer qu'il faudrait regarder. Il y aura toujours, il y aura toujours des cerfs, il y aura toujours des chevreuils, comme a dit M. Arletta, on est à 40%. Avec l'estimation qu'on peut faire, on n'arrive pas, justement, aussi au niveau de la capacité d'accueil d'un territoire. On peut pas mettre 200 lynx sur 100 km². On est à ce niveau-là. Donc, il y a, je pense, c'est quelque chose au niveau biologique, c'est plus les spécialistes qui pourront vous le dire. Il y a une capacité d'accueil de l'animal qui est limitée. Donc, indirectement, comme on vous l'a dit, les chasseurs et le lynx se complémentent. On n'est pas en compétition, mais on se complète. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut observer. Déjà, on a un habitat qui est extrêmement fragmenté, donc c'est difficile de tirer des parallèles par rapport à des territoires. La forêt de Bialowieza en Europe de l'Est ou le parc de Yellowstone aux États-Unis, pour prendre vraiment des étendues gigantesques où l'influence humaine est très limitée. Mais à plus petite échelle, on voit par exemple dans certains districts francs que l'absence de chasse, malgré la présence de prédateurs, elle peut être problématique pour certaines choses, notamment le rajeunissement de la forêt. Et c'est le cas ici dans le district franc fédéral du Creux du Vent. Donc, mais c'est l'État aujourd'hui. Évidemment, on peut pas aujourd'hui savoir quelle sera la situation dans 50 ans ou dans 100 ans. Cependant, vu l'état actuel de morcellement de l'habitat, notamment du lynx, j'ai pas l'impression que d'ici 50 ans, la situation pour cette espèce sera magnifiquement améliorée ou proche de quelque chose qui serait souhaitable à l'état naturel. C'est pas dans la direction dans laquelle la société semble se diriger en tous les cas. J'ose espérer qu'on puisse améliorer l'interconnectivité des habitats des différentes populations de lynx, de les agrandir, mais j'ai pas l'impression qu'on arriverait à atteindre un équilibre proche de ce qui serait fait naturellement sans influence humaine. D'autant plus qu'on voit que l'influence humaine, en introduction de la présentation du docteur Arletta, elle est existante depuis bien avant l'Antiquité sur les populations de faune sauvage. Donc, on s'en approche pas. Enfin, je ne sais pas si un jour on pourra se poser cette question. J'ai l'impression que la question que tu poses, c'est la régulation ou l'exploitation. C'est lié à ça. Le chasseur justifie souvent son activité en disant « on régule ». Réguler, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. D'accord. La nature a sa manière de réguler, l'homme a une vision de la régulation, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. Mais la question c'est de savoir, est-ce que le chasseur doit toujours justifier son activité via la régulation ou est-ce qu'il peut dire j'ai le plaisir de chasser et j'exploite? C'est un peu comme la forêt. La forêt, on peut la laisser aller et puis c'est pas parce qu'elle est abrutie qu'elle va complètement disparaître. On va avoir une savane arborée au lieu d'avoir une forêt jardinée structurée, comme a dit M. Balmer tout à l'heure. Donc en fait, je pense que peut-être que l'erreur que font les chasseurs, c'est de toujours justifier leur rôle comme le rôle du régulateur suprême, conscient et intelligent, comme si les grands prédateurs n'avaient pas d'intelligence et pas de conscience. Qui disent, moi j'ai du plaisir à chasser et puis j'exploite une ressource naturelle. On exploite tous des ressources naturelles, directement ou indirectement. Il n'y a pas de raison de devoir justifier la chasse que par le rôle de régulateur. Ça, je pense que c'est une erreur tactique des chasseurs. Et le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas trop miser là-dessus parce qu'à terme, ça pourrait être au détriment de leur activité, quoi. Il y a encore une question ici. Et puis, je vous propose ensuite de clore cette discussion. Vous pourrez toujours encore discuter avec ces spécialistes qui seront encore un moment à votre disposition.
Oui, je voulais juste donner une piste pour Madame qui part. Vous aviez l'air d'être scandalisé pour les pièges qu'on a vus pour le lynx. J'aimerais juste vous rappeler une réalité, c'est que la personne qui s'occupe de l'environnement s'appelle Albert Rochety. Ça en dit long, on peut creuser, quoi. Voilà. Voilà, écoutez, je tiens à remercier les participants et de leurs interventions. Je vous encourage, si jamais vous avez encore des questions pour autant qu'ils soient disponibles. T'as un train? Ouais, il a un train. Mais les autres, peut-être. Merci beaucoup pour vos interventions et je laisse le mot de la fin à Didier. Merci Martin. Le mot de la fin, en fait, je vais vous le passer. Vous nous direz un tout petit mot chacun, volontiers, avant que je remercie tout le monde. On a entendu énormément de choses aujourd'hui. Ma question est, est-ce qu'on se retrouvera dans 50 ans dans la même configuration, avec optimisme ou avec dépit? Écoutez. Non, pour moi, je dirais que je suis un sceptique actif, c'est-à-dire que je suis ni pessimiste ni optimiste. Le monde va pas forcément dans la direction que je voyais à 50 ans, mais finalement, je regarde ma vie qui est assez courte, 63 ans. Il y a des tas d'espèces que j'imaginais que je verrais jamais de mon vivant. Le gypaète barbu, le hibou grand-duc qui revient, le lynx quand même qui est toujours là, le loup qui gagne du terrain, les bouquetins, les ongulés, etc. Alors, il y a une partie de la petite faune qui souffre vraiment, mais on a eu des progrès au niveau de la grande faune. Et ça, il faut reconnaître que c'est grâce à l'effort conjugué des protecteurs de la nature, des protecteurs de la biodiversité et des chasseurs. Malheureusement, on était dans une époque où il y avait plus de conciliation entre ces deux groupes d'intérêts. Et actuellement, on assiste à une cristallisation des positions autour de ces deux groupes d'intérêts. C'est quelque chose qui est dommageable. Mais je me projette dans 20 ou 30 ans et je pense qu'on aura cette fusion à nouveau parce qu'on verra qu'on tire tous à la même corde. Et ce qu'on veut finalement, c'est une nature aussi équilibrée que possible, qu'on puisse l'admirer, qu'on puisse s'en inspirer et puis qu'on puisse l'exploiter parce que ce n'est pas incompatible. Bon, moi, en tant que bon français, j'ai forcément de contredire. Moi, justement, en présentant le film dans plein d'endroits, c'est vrai que ça donne de l'espoir, ça donne, c'est super. En fait, le bilan de cette journée aussi, ça donne de l'espoir en disant que, voilà, il y a 50 ans, on pouvait pas imaginer que le lynx revienne comme ça, mais il faudrait pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. On a quand même un mode de consommation, un mode de vie qui, effectivement, d'une façon très médiatique et sexy, on réintroduit des bisons, on remet des loups, etc., mais il faut pas malheureusement oublier que, en fait, nos sols sont littéralement en train de s'appauvrir de plus en plus. On est toujours en train de faire de la monoculture sur plein de forêts, qu'on surconsomme terriblement dans nos pays, et que les autres pays ont envie de surconsommer également, qu'on retrouve du plastique même dans nos corps. Et donc, je pense que faudrait pas que le lynx ou d'autres espèces comme ça qui nous font plaisir, évidemment, ça nous fait tous plaisir que ces animaux reviennent, mais que malheureusement, la base même de la biodiversité est littéralement en train de s'effondrer maintenant, et qu'il faut pas uniquement regarder ce qui fonctionne. C'est vrai que ça fonctionne, mais pour combien de temps, si la base, elle, est littéralement en train de pourrir, quoi. Je partage ce que mes collègues ont dit. Moi, je vais regarder un peu déjà, vous remercier. C'était très intéressant aussi ce matin par rapport aussi que vous avez fait parler, on va les appeler les anciens, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, moi, je vais maintenant plutôt me focaliser sur le lynx. Et puis, moi, je trouve quand même ça. Moi, j'ai une vue très positive par rapport au lynx. Bien sûr, il y a tous ces aspects génétiques, mais vous avez vu tout ce qui se passe actuellement par rapport au lynx. Il y a vraiment des visions, des gens qui travaillent ensemble et puis qui veulent avancer. Moi, je parle maintenant juste de la situation. Moi, quand j'ai commencé le monitoring du lynx, il n'y avait pas encore du lynx, où j'ai commencé plutôt ma thèse sur le lynx. Il n'y avait pas encore de lynx au nord-est de la Suisse. Et puis maintenant, vous voyez que le lynx arrivait jusque dans les grisons. Bien sûr, il y a ces problèmes de la génétique, mais on y travaille. Il y a une volonté aussi, les pays, tous les pays européens, ou bien les scientifiques, qui se mettent ensemble. Et puis aussi,
ouais, aussi tous les aspects humains aussi. Moi, j'ai trouvé aussi super, par exemple, ici, que vous êtes d'accord, par exemple, de moins chasser. Et puis le futur vraiment du lynx, c'est aussi vraiment que on puisse intégrer tous les groupes d'intérêt en fait dans la discussion, aussi par exemple au niveau de la gestion génétique, ou bien peut-être une fois il faudra aussi gérer les populations de lynx, on sait jamais. On est dans un monde dominé par les hommes. Et puis eh bien il y a la chasse, il y a la forêt, il y a les grands prédateurs. Et puis peut-être qu'il faudra aussi de temps à autre aussi gérer les lynx, à voir. Hein. C'est prévu par le plan lynx. Mais c'est juste, voilà, on est tous là, on discute, chacun son avis, et j'ai trouvé très, très chouette. Merci. Bon, déjà, je vous remercie déjà de l'invitation. Je remercie également le professeur Arletta de la dernière chose qu'il a dit. Effectivement, les chasseurs sont également des acteurs et peuvent être des partenaires. On peut être très bien avoir on peut être controversé sur certaines choses. Par contre, on est quand même acteur de la biodiversité. On fait partie de la biodiversité. Et notre but, c'est pas une extermination totale de tout ce qu'il peut y avoir. Notre but, c'est une bonne gestion et une bonne régulation. Et je pense que ça, c'est important et qu'on peut effectivement tous travailler main dans la main, malgré nos différences et nos différentes opinions sur certaines choses. Merci à vous. Alors, je peux probablement moins m'exprimer sur où je me trouverai dans 50 ans par rapport au lynx, parce que j'ai pas les connaissances sur le lynx par rapport aux autres conférenciers, mais il y a 2 ans, je suis intervenu lors d'un séminaire de la Société forestière suisse où j'ai parlé de 22 ans de dialogue faune-forêt dans le canton de Neuchâtel. Alors peut-être que dans 50 ans, je serai un peu vieux, mais j'espère que je pourrais dire 72 ans de dialogue faune-forêt, et en fait, il faut intégrer d'autres acteurs. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir dialoguer afin d'avoir une gestion intégrée des écosystèmes. Et je pense qu'on doit arrêter de parler d'exploitation, on doit pouvoir parler de gestion. Les forestiers, évidemment, on exploite la forêt pour sortir du bois, mais je pense qu'on a une chance dans le canton de Neuchâtel, c'est qu'on a des forestiers qui sont conscients, qui travaillent dans un écosystème, qu'il est riche, qu'il est varié, qu'il est résilient, qu'il a sa résistance. Et puis, ce que j'ai dit en introduction de ma présentation, c'est que l'objectif du concept sylvocinégétique neuchâtelois, c'est un développement harmonieux de la forêt et de la faune. Et ça, dans 50 ans, j'espère que ça sera toujours un objectif, et surtout, j'espère qu'on l'aura atteint. Merci beaucoup. Merci infiniment à tout le monde. Eh bien, j'espère que nous, en offrant des journées comme celle-ci, ça nous permet aussi d'avoir cette réflexion personnelle par rapport à notre position vis-à-vis de tous ces sujets. Merci infiniment, merci à tous nos partenaires, merci aux intervenants, merci à nos invités, merci à Martin, notre modérateur, merci à l'Hôtel de la Truite pour son accueil et son boulot. Merci à tous nos partenaires de la Rive Gauche, le WWF, ProNatura et les bénévoles, évidemment. Merci, sans eux, on n'aurait pas réussi. Merci. Voilà.